Une rencontre dédicace avait lieu jeudi 9 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche avec le dessinateur et scénariste de bande dessinée Jean-Louis Tripp, également sculpteur et peintre, autour de son dernier album à caractère autobiographique intitulé Le Petit Frère, une bouleversante histoire de famille, publié chez Casterman. Bonsoir tout le monde. Donc on a les micros effectivement pour enregistrer la rencontre. Ce serait peut-être pas nécessaire. Donc effectivement, Capucine Moreau, j'avais animé la première rencontre avec Jean-Louis Tripp en 2017 pour le premier tome d'Extase. Tu voulais une sexologue à l'époque pour qu'on puisse parler tranquillement de sexualité avec une interlocutrice à peu près aussi à l'aise que toi. Ouais, c'est ça. Et on s'était bien régalé. Deuxième tome d'Extase en 2020. Là, je crois qu'on avait une annulation un peu au dernier moment. On sait tous pourquoi la rencontre n'avait pas eu lieu. Et là, à l'occasion du petit frère, de Le Petit Frère, te revoilà sur ta terre natale. Et d'où ma présence. Donc les puristes te diraient que ma terre natale, c'est Montauban. C'est Montauban. Alors, il n'est pas tout à fait Toulouse. Voilà. Excusez-moi, en termes de rugby, c'est Toulouse, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est chouette quand on est d'ici, parce qu'en lisant Extase ou Le Petit Frère, on reconnaît plein de lieux, en fait. C'est hyper émouvant. Il y a le Pont Neuf, plein de lieux d'ici. Comment c'est pour toi d'être sur ta terre quasi natale ? Toulouse, c'est la ville où j'ai vécu le plus longtemps, après Montréal maintenant. J'ai vécu plus longtemps à Montréal qu'à Toulouse. Mais moi, depuis que je suis au Canada, le rugby a pris une importance encore plus importante dans ma vie. Donc, je ne rate pas un match du Stade Toulousain. Là, je vais rater celui de demain soir, de samedi soir, je suis désespéré. Mais voilà, donc Toulouse, toute ma famille est ici. Voilà, donc non, c'est un endroit dans la salle, là, je connais la moitié des gens et je les connais bien. Donc, je suis toujours ravi d'être ici. J'adore cette ville. Et puis voilà, c'est très bien. Pour précision pour ceux qui ne le sauraient éventuellement pas, oui. Que tu es de par ici. Le petit frère, tu me racontais tout à l'heure que c'était un peu la folie depuis que c'était sorti. Tu peux nous dire un peu, alors peut-être comment est né, on doit toujours te poser un peu cette question, mais comment est né ce projet de raconter du coup la mort de ton petit frère quand tu avais 18 ans ou 17 ans, d'un coup j'ai un doute. Alors je l'ai beaucoup dit et je l'ai écrit à la fin du bouquin, mais là je suis particulièrement ému ce soir parce que... Voilà. En fait, l'histoire a commencé pour moi parce que j'ai une amie à Montréal, Marion, qui a perdu son frère. Donc il y a la maman de Romain est là ce soir. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure s'il y avait des moments où ça... Je demandais à Jean-Louis tout à l'heure si parfois l'émotion en parlant de ce livre revenait de temps en temps. Donc en fait, c'est ça, Marion a perdu son frère, puis moi je ne l'ai pas vue à ce moment-là parce qu'elle est partie tout de suite en France. Et puis, 2 mois après, j'étais en France et il y a eu un fait divers dont on a beaucoup parlé à l'époque. Toutes les radios d'infos en parlaient sans arrêt. Il y a un chauffeur en Bretagne, comme pour mon frère, qui avait une passagère à son bord, comme pour mon frère, qui a fauché 2 gamins et qui est parti. Donc ça ressemblait beaucoup. Donc voilà, il y avait ces 2 choses-là. Et puis quand je suis rentré à Montréal, j'ai vu Marion que je n'avais pas vue et je me suis entendu lui dire: Je vais faire un bouquin sur la mort de Gilles. C'est sorti comme ça. Excusez-moi. Je ne m'y attendais pas. Donc voilà, je me suis entendu dire ça. Et du coup, j'ai laissé tout ce que... J'étais en train de faire à l'époque l'adaptation de Christophe Ondelat, le journaliste, m'avait demandé si je voulais faire une adaptation en bande dessinée de ces récits criminels qui racontent sur Europe 1. Et donc j'avais fait, j'ai pas dessiné le bouquin, mais j'avais fait l'adaptation. Donc j'ai juste fait
Ça m'a pris 2 mois. J'ai fait le scénario de ce bouquin, et qui est sorti au Lombard, d'ailleurs, je vous signale. Ça s'appelle Tu ne tueras point, c'est très bien. Et donc, et tout de suite après, j'ai commencé à travailler sur Le Petit Frère. Et donc, la première des choses que j'ai dû faire, c'est d'en parler à ma mère. Oui. Donc, j'ai appelé ma mère sur Skype, comme on se parle souvent. Et je lui ai dit, écoute, voilà, maman, je vais faire un bouquin sur la mort de Gilles. Ça n'a pas été évident au début. Et puis, assez rapidement, on est rentré dans le... Si vous voulez, j'avais besoin d'elle, parce qu'il y avait il y avait des choses dont je ne me souvenais pas. Donc, je voulais confronter ses souvenirs avec les miens. Elle en avait beaucoup plus que moi. Et donc, on a commencé à avoir des conversations sur Skype. Bon, au début, c'était un peu compliqué, mais à un moment, elle s'est mise, elle aussi, dans le mode OK, je vais t'aider à faire ce livre, quoi. Donc, voilà. Et j'ai commencé le bouquin le 1er janvier 2020. Je m'en souviens très bien, le 1er janvier. Et je l'ai fini le 6 janvier 2022. Donc, ça a pris exactement 2 ans et 6 jours. Voilà, ça a été le déclencheur. Je me souviens que ta maman était là Oui, la dernière fois. Elle est pas très bien, donc elle n'a pas pu venir cette fois-ci. Mais... Puis je pense que c'est mieux qu'elle ne soit pas là. Donc voilà. C'est pour tes proches, comment, enfin, du coup, dans ces derniers bouquins, tu t'es attaqué à des sujets compliqués, tabous, la sexualité, le deuil. La mort. Je ne sais pas si c'est des sujets compliqués, c'est des sujets tabous. Ouais. Pour moi, c'est pas forcément compliqué. C'est des sujets compliqués à parler, mais qui sont pas forcément. Même. Je suis, c'est presque gênant parce qu'au vu des réactions, déjà aussi bien sur Extase, c'était le cas, mais encore plus sur Le Petit Frère, les gens, les lecteurs, ont l'impression que ça a été des bouquins très compliqués à faire. Et en réalité, c'est les bouquins les plus faciles que j'ai eu à faire de toute ma carrière. Essentiellement pour une raison, c'est que c'est ma vie que je raconte. Oui. On reviendra après sur pourquoi je fais ça. Mais donc du coup, je sais ce que j'ai raconté. J'ai pas d'angoisse existentielle scénaristique. Tu vois. Quand tu écris un scénario de fiction, tu es tout le temps en train de te poser des questions. Alors, il y a Marc Barcelot qui est, je te vois pas Marc, ah oui il est là, avec qui on a quand même fait 6 albums ensemble, donc on en a écrit des scénarios, et après j'ai fait d'autres bouquins en collaboration, d'écriture, évidemment Magasin Général, mais là j'écris des scénarios avec Aude Mermillot, voilà. Donc moi j'adore travailler en collaboration, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Mais quand on écrit une fiction, on est tout le temps en train de se poser des questions, à savoir est-ce que cette scène est crédible, est-ce que les personnages sont crédibles, est-ce que ça fonctionne, quoi, en gros. Quand tu fais de l'autobiographie, tu ne poses pas ces questions-là. Tu sais ce que tu dois raconter. Et donc, alors après, il y a le métier, si tu veux. C'est-à-dire que j'espère qu'aujourd'hui, je sais quand même à peu près raconter des histoires en bande dessinée. Ça serait malheureux sinon. Donc en fait, la seule question que je vais me poser, c'est comment est-ce que je fais pour raconter le mieux cette histoire-là. Mais je ne me pose pas des questions sur le fond de l'histoire, tu vois, voilà. Donc après, et surtout l'immense liberté que j'ai depuis que je fais l'autobiographie, c'est que j'ai pas de, comment te dire, j'ai pas de scénario déjà, j'écris ça, je raconte une histoire. En fait, c'est vraiment comme d'écrire un roman, mais avec des dessins, quoi. Donc je ne sais pas, je sais même pas comment ça finit des fois. Alors je commence à raconter mon histoire comme ça. Voilà, je l'ai fait pour Extase. Je l'ai fait aussi pour Le Petit Frère. Après, il y a des moments où des fois, il faut réintervenir, dire cette séquence, elle n'est pas terrible, donc on coupe, ou on la déplace, etc. etc. Mais c'est vraiment très anecdotique, c'est à la marge. Le reste, je raconte mon histoire. Et alors, sur ce terrain-là, de la liberté, il faut quand même que je dise que moi, je suis hyper privilégié en tant qu'auteur, parce que j'ai un éditeur qui me fait entièrement confiance, avec lequel c'est-à-dire que moi, j'ai l'énorme chance de vivre plutôt bien de la bande dessinée, notamment depuis Magasin Général, évidemment.
Et donc, si tu veux, de ne pas avoir besoin, par exemple, de prendre des avances, j'en demande pas. Donc, du coup, je ne suis pas obligé de signer un contrat. Donc, du coup, ils n'ont aucun moyen de pression sur moi. C'est un peu difficile pour eux, mais ils sont bien obligés d'accepter. Et donc, tu vois, il y a des moments, par exemple, le petit frère, j'ai dessiné les 150 premières pages, ils n'ont pas vu une page avant. Je leur ai montré à ce moment-là, quand j'ai eu envie de leur montrer, et je ne veux pas qu'ils interviennent avant. Après, il y a un gros travail qui se fait avec mon éditeur, de relecture, voilà, tu vois, on a beaucoup travaillé à la fin du bouquin, voilà. Mais je tiens beaucoup à ça, à cette liberté-là, et je l'ai, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs. Donc, voilà. Ok. Ils doivent être plutôt contents. Visiblement, ils ne sont éditeur. pas mécontents, en tout cas. du succès aussi du petit frère. Du coup, effectivement, tu as commencé l'autobiographie avec Extase. Ça se poursuit, donc un deuxième volet. Là, un autre sujet auquel tu t'attendais pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais comme intuité de vraiment travailler dorénavant sur quelque chose d'autobiographique? Quel sens peut-être ça a pour toi avec un peu de recul? Quel dessin ça prend, je dirais? Quand tu fais quand tu es auteur, il y a toujours quelque chose de toi dans les personnages. Quand on faisait avec Marc Soviet Zigzag, moi j'avais commencé à créer le personnage de Jacques Gallard. Jacques Gallard, il vivait dans mon appartement à Toulouse, rue Jules Dalou. Donc je dessinais mon appartement, voilà. Et puis il me ressemblait un petit peu. Il y avait quelque chose il y avait quelque chose qui était un mélange de certains traits de caractère et puis de fantasmes, voilà. Avec Régis, quand on a fait Magasin Général, il y a aussi des personnages qui quelque part nous ressemblent à l'un et à l'autre. Bon, voilà. Donc il y a toujours ce côté-là. Puis j'ai fait Parole d'ange aussi avant Magasin Général, qui est un bouquin qui parle déjà de sexualité, mais de façon, de fictionnelle, si tu veux, mais avec des thématiques qui m'intéressaient. Parole d'ange, c'est 4 histoires qui se passent aux 4 âges de la vie. Tu vois, donc, et qui abordent la question de la sexualité aussi. Bon, voilà. Donc il y a toujours ça. Mais le déclencheur pour moi, ça a été Extase. Et c'est parce que Régis Loisel, qui était mon confident, enfin c'est un de mes grands amis, et qui était mon confident pendant la période où voilà, on faisait Magasin Général, il me disait sans arrêt, mais il faudrait que tu racontes ça. Mais lui, il ne pensait pas du tout à ce il pensait pas la même. Il a été surpris quand j'ai fait Extase, parce que lui, il pensait que j'allais raconter la période que je n'ai pas encore racontée dans Extase, qui sera dans le tome 3. Et voilà. Donc, mais moi, j'avais besoin. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, quand on avait fini Magasin Général, le directeur éditorial de Casterman, Benoît Mouchard, est venu à Montréal pour fêter ça avec nous, en 2014, donc. Et un soir, on s'est retrouvés tous les trois à manger dans un resto. Et moi, je ne savais pas ce que j'allais faire à l'époque. Et je venais de passer 10 ans à dessiner d'après le dessin de Régis Loisel. Oui. Moi, je ne savais même plus comment je dessinais. Oui. Déjà que pendant très longtemps, je n'ai pas trop su comment je dessinais. Je passais d'un style à l'autre sans arrêt. Donc, c'était un peu angoissant pour moi à ce moment-là. Et j'étais parti pour raconter une histoire qui n'a rien à voir avec ça, qui aurait été plutôt un travail sur, comment dire, je sais pas comment, enfin, je vais employer un gros mot pour moi que j'aime pas, mais le développement personnel, tu vois. Donc, plus sur tout ce que j'ai pu faire entre la thérapie, la méditation, le machin, enfin, etc. Bon, j'aborderai ça dans le tome 3 d'Extase aussi, parce que. Mais j'étais parti sur. Ils m'ont dit, mais écoute, ça, tu le feras le jour où tu auras des lecteurs qui te suivront, parce que là, tout le monde va décrocher. Donc, il faut que tu racontes des histoires de cul. et en fait, tu nous as accrochés voilà. Comme ça. Et donc, en fait, quand je suis sorti de ce restaurant, j'ai dit, OK, éditorialement, ça a du sens, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais sauf que, je me dis, mais ça n'a aucun intérêt. Si je raconte ça, en racontant la vérité, mais comme si c'était un autre personnage, ça va ressembler à une histoire de cul, et c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Donc il faut que je fasse une autobiographie, j'ai pas le choix. Moi j'étais un peu embêté parce que j'avais des enfants qui étaient, enfin, mon second fils, il avait 13 ans à l'époque, donc j'étais pas sûr quoi de ça. Et bon, je savais pas trop quoi. Et je me souviens que je parlais à Régis, je disais à Régis, mais comment est-ce que je vais raconter ça? Et Régis m'a dit, raconte-le comme quand tu m'en parles. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en fait,
je pense que ça a été un truc hyper important, cette phrase-là qu'il m'a dit, parce que finalement, les bouquins que je fais maintenant, c'est les bouquins qui me ressemblent le plus de tout ce que j'ai fait, parce que voilà, je les raconte comme je parle, finalement. Tu vois voilà. Donc, c'est du coup très vivant, on le reçoit. Ça a donné ça, et puis je suis hyper à l'aise là-dedans, parce que j'ai aucun effort à faire, comme je disais tout à l'heure, c'est très naturel. Quoi. Oui, voilà. C'est peut-être ce qui a beaucoup touché les gens dans Le Petit Frère, c'est que tu même pourrais nous Extase. Le raconter, et dans Extase aussi. Dans Extase, parce que, tu vois, déjà, pour Magasin Général, on nous disait, c'est très rigolo, hein, la perception que dans le Magasin Général, les lecteurs, nombreux, on a quand même vendu plus de 1,3 million, je pense, on doit en être quelque chose comme ça, donc il y a beaucoup de lecteurs, très large public. Et les gens, quand ils venaient dans les dédicaces, ils nous disaient tous, on sent que vous vous amusez quand vous faites ça. On sent que vous êtes, que vous êtes heureux de le faire. Donc il y a quelque chose qui passe. Tu vois, moi, là, j'ai jamais été aussi heureux de faire de la bande dessinée que depuis que je fais Magasin Général. C'était aussi une grande histoire d'amitié avec mais les bouquins qu'on a fait avec Marc, c'était aussi là-dessus que ça se passait. Hein. Moi, j'aime travailler avec des gens que j'aime, quoi. Sinon, c'est très chiant, quoi. Voilà. C'est dans le plaisir, évidemment. Oui. Ok. J'en parle dans Extase, je dis, en fait, moi, toute ma vie est construite sur le jeu. JEU. Oui. Maintenant, un peu le jeu JE, mais à la base, le jeu. Il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie. Hein. Sinon, et qui, tu dis à un moment, qui calme le hamster qui te court dans la tête, un truc comme ça. Qui te permet de te décaler. J'aime m'amuser, donc mon métier, je m'amuse. Et quand je ne me suis plus amusé, j'ai fait des burn-out et j'ai arrêté. Pendant 12 ans, j'ai arrêté de faire la BD parce que je ne m'amusais plus. Quoi. C'est vrai que on le sent, et même donc, sur un sujet qui évidemment est touchant, etc., il y a de l'humour, il y a du décalage, il y a toute la palette un peu des sentiments humains. Le dessin des visages est hyper... j'imagine que comment tu travailles les expressions, est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors, déjà, Magasin Général a eu un rôle important pour ça, parce que... Là, tu parles du Petit Frère. Bon. Mais même Extase aussi. Les expressions intérieures sont hyper bien retranscrites. Ce qu'il faut dire, c'est que... Mais c'est pas tout à fait le même... c'est parce que ça parle pas de la même chose, donc les moyens auxquels je peux avoir recours sont pas les mêmes. Mais, si tu veux, quand tu es auteur de bande dessinée, tu es à la fois scénariste, dessinateur, dialoguiste, metteur en scène et directeur d'acteurs, parce que tu fais jouer tes personnages. Et moi, je suis extrêmement attentif au jeu de mes personnages, si tu veux. Quand on a fait Magasin Général, je disais un peu à la blague, parce que Régis et moi, on est tellement à l'opposé, à tout point de vue, que c'est une espèce de truc miraculeux, parce que franchement, vraiment, on est un mystère réciproque l'un pour l'autre, là. Et on n'a pas du tout le même graphiquement, c'est très différent et tout ça, mais je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Sur l'expression. Oui, c'est ça. Donc, dans Magasin Général, on a oui, je disais, voilà, c'est ça. Dans Magasin Général, je disais, c'est un peu comme si Spielberg faisait un film avec Eric Rohmer, tu vois. Tu te dis quoi? Comment ça peut marcher? Parce que Régis, il a ce côté metteur en scène, vraiment, il est capable de dessiner une fresque comme ça, avec des grands paysages, et puis une foule de gens, etc. Il a un sens du cadrage, de la mise en scène extraordinaire, que j'ai pas de la même façon, je n'ai pas les mêmes moyens graphiques que lui. Par contre, j'en ai d'autres. C'est-à-dire que sur les gros plans, sur les ambiances, tu vois, sur les trucs, voilà. Et j'ai beaucoup travaillé dans Magasin Général, notamment dans le premier tome. Marie, le personnage principal, est toujours au bord des larmes. Elle vient de perdre son mari, elle est perdue dans la vie, elle ne sait pas. Et donc, il y avait toujours ce côté, il fallait que toujours on sente que la larme n'était pas loin, mais qu'elle n'était pas vraiment là. Donc, j'ai beaucoup bossé là-dessus, et ça m'a permis de développer beaucoup, là, à ce moment-là, quelque chose sur les expressions de visage. Voilà. Et alors ça, je m'en suis beaucoup servi dans Le Petit Frère, évidemment, parce que là ils ne font pas juste faire semblant de pleurer, ils pleurent. Et donc, il faut arriver à trouver cette ligne, parce que, si tu veux, au-dessus de mon bureau, j'ai devant moi, j'ai une espèce d'immense hologramme virtuel, comme ça, qui dit « pas de pathos ».
Oui. Ça, c'est une règle, mais alors, je fuis ça comme la peste. Donc, le problème, c'est d'arriver à toujours trouver cette ligne c'est une ligne de crête, quoi, entre l'émotion et le pathos. Oui, ouais. Voilà. Donc, c'est voilà, bien réussi. je travaille là-dessus. Je suis très, très attentif à ça. Un personnage qui a la tête comme ça, c'est pas la même chose qu'un personnage qui a la tête comme ça. Oui. Tu vois, Oui. la posture, même des personnages mis de dos, tu vois, la posture des corps et tout ça. Pour moi, c'est très, très important que ça sonne juste, tu vois, que tout de suite on se dise, ok, ça, là, voilà. Ouais, on capte. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Ouais. Oui, il y a une tenue des personnages, enfin une corporalité hyper forte, quoi. Le corps est important pour moi. Le corps est hyper important, que ce soit effectivement, et ça on le sent beaucoup dans ton travail. Le corps, l'animalité, la chair aussi, la chair qui est très habitée dans Extase. Il faut que les trucs soient incarnés, ouais. Et voilà, et qui et du coup qui devient inhabité pour ton petit frère, et c'est. D'ailleurs, je crois que dans Extase, j'avais fait un peu à un moment, tu parles de moments de sexualité un peu, je sais plus, à droite à gauche, et tu dis, c'était intéressant, je baisais, mais la chair était inhabitée, donc pas trop d'intérêt. Ouais. Comment alors, tu parles du scalpel, t'ouvrir alors pour continuer dans le corps, oui. Ouvrir au scalpel pour venir chercher tes émotions, pour des entailles, tu parles d'entailles, tu peux nous expliquer ta sensation quand tu vas chercher tes propres émotions, quand tu ouvres ton corps quelque part? Encore une fois, pour moi, la chair doit être habitée. Si tu veux. Moi, tu sais, en France, on vit sous le régime de ce que j'appelle l'erreur. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais l'erreur de Descartes. Tu vois, c'est-à-dire que Descartes a dissocié. Je pense donc je suis. Donc tu vois, il a dissocié totalement l'esprit du corps, ce qui, à mon avis, est dramatique. Pour te dire, pour vivre au Québec depuis 19 ans, c'est pas pareil là-bas. En France, on a l'impression que, ok, il y a la tête d'un côté, tu vois, et puis le corps, c'est autre chose. Voilà. En tant que sexologue, on le voit souvent. Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, je suis très, très. Pour moi, c'est hyper important, ça. Vraiment que les émotions sont dans la chair. On sait très bien que quand il y a un truc qui ne va pas, on a mal au corps, on a pas mal à la tête, on a mal au corps. Oui. Donc, ce lien-là est très, très important pour moi. Et donc. Quand je prends cette image du scalpel, j'ai vraiment l'impression de ça, c'est-à-dire que, en fait, alors je parle de l'autobiographie là, dans ces 3 bouquins-là, si tu veux, j'ai l'impression que je taille une espèce de ligne temporelle, c'est-à-dire qu'il y a une chronologie dans le bouquin, il y a une histoire qui se raconte, et cette histoire, c'est comme un trait que j'ouvrirai dans la chair, dans ma propre chair, si tu veux, au scalpel, comme ça, très net, très chirurgical, parce que le côté factuel est extrêmement important pour moi, même si je ne prétends pas raconter la vérité, parce que ça n'existe pas, je raconte ma vérité à moi, voilà. Et donc, une fois que j'ai tracé que j'ai ouvert cette entaille, comme ça, mais après, je vais faire fouiller en dedans. J'ouvre, tu vois, et puis je vais voir dedans, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les émotions, et après, mon souci, c'est comment est-ce que je peux les faire partager. Parce que, aussi bien dans Extase que dans Le Petit Frère, il y a des moments où je suis obligé de faire. Enfin, je veux faire partager des choses qui sont abstraites, des émotions complètement abstraites. Dans Extase, par exemple, j'essaye de dessiner l'orgasme, la sensation de l'orgasme. C'est comme un truc. Voilà. Comment tu fais ça ? Donc, j'essaye toujours de trouver le meilleur moyen pour faire partager l'émotion, la sensation, l'émotion, que je veux faire partager dans une séquence donnée. Et pour ça, j'ai recours à tous les moyens possibles de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un outil absolument fantastique qui a énormément évolué depuis les années 80, enfin 70-80, mais vraiment beaucoup évolué. Aujourd'hui, on peut faire les bouquins qu'on veut. On peut faire des bouquins de 600 pages si on a envie. Il faut se les taper, mais enfin bon. Mais bon, moi je fais quand même des bouquins de 300 pages à peu près, un peu plus. Donc on peut faire. Il n'y a plus du tout ce côté qui était extrêmement pénible dans les années 80. C'était 46 pages couleur, basta, quoi. Donc bon. Alors du coup là, non seulement on peut faire ça, mais on peut
Enfin, moi, j'ai recours, en tous les cas, à des moyens qui sont, par exemple, des ruptures de code graphique. Oui. Dans Extase, je le fais sans arrêt. C'est-à-dire que tout d'un coup, si je me dis le meilleur moyen d'exprimer ce sentiment-là, cette émotion-là, à ce moment-là, c'est de me dessiner comme un petit garçon avec une grosse tête perdu au milieu d'une page blanche, je le fais. Alors que la séquence d'avant, c'est une séquence parfaitement narrative avec 6 cases, qui a un enchaînement de cases, si tu veux, qui racontent, qui sont dans le même espace temporel, etc. etc. Voilà. Et puis tout d'un coup, pouf. Et dans Le Petit Frère, j'ai aussi recours à ça, par exemple, avec des doubles pages sans bord, mais même dans Extase. Dans le tome 2, à la fin du tome 2 d'Extase, je voulais faire partager au lecteur, je voulais embarquer le lecteur avec moi dans la première fois que je suis allé dans un club échangiste. Bon. Et donc, j'ai une séquence de 70 pages à la fin, où il n'y a pas de bord, c'est double page, et avec une ambiance extrêmement moite, tu vois, fermée, comme ça, il y a quelque chose de... Voilà, c'est tout en clair-obscur, etc., avec des grandes illustrations, et ça, c'était parce que je voulais amener les gens vraiment dans les corps, quoi, tu vois, dans la sensation, sensation de la chaleur des corps, etc., etc. Voilà. Oui. Donc, voilà. Je ne me suis pas posé la question à ce moment-là de me dire est-ce que ça va être trop long comme séquence. J'ai fait la séquence que je voulais faire, et ben, elle faisait 70 pages. C'était comme ça. Donc, voilà. Après, et dans Le Petit Frère, c'est pareil, quoi. Quand j'ai besoin de faire une séquence pour raconter quelque chose, je le fais. Au milieu du Petit Frère, il y a cette séquence... qui est un souvenir pour moi très difficile d'après la mort de mon frère, qui est la veillée funèbre. C'est-à-dire, la veillée, entre guillemets, parce que ça a duré 3 jours. J'avais l'impression que ça n'en finissait pas. Tu es dans un état complètement second, parce que tu n'arrives pas à appréhender la réalité dans un moment comme ça. Donc c'est très cotonneux, comme ça. Il y a une espèce il n'y a plus de jour, plus de nuit. Tout se mélange. Tu manges n'importe quand tu as faim. Voilà. Et donc, je voulais rendre compte de ça. Et il m'a fallu une 40aine de pages pour le faire, que j'ai dessiné d'ailleurs dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai dessiné les cases que j'avais envie de dessiner, ou des pages que j'avais envie de dessiner. De temps en temps, une séquence de 3 pages. Et après, une fois que j'ai eu tout ça, j'ai dit, OK, là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après, j'ai fait du montage. C'est-à-dire que j'ai dit, OK, telle case, ça va aller une demi-page. L'autre, je vais la mettre là. Tu vois. En suivant l'émergence des sensations, quoi. Ouais. De tes sensations. C'est ça. OK. Donc ça, c'est génial parce que j'ai vraiment une liberté incroyable, quoi. C'est vrai que ça nous plonge, du coup. Ouais, et puis du coup, tu es tout le temps en train de... Tu es obligé d'être inventif, quoi. Tu vois, il faut vraiment carburer. Alors, évidemment, dans Extase, ce qui est le sujet fait que ça fonctionne toujours sur un peu l'autodérision, la distance, tu vois, de me regarder aller et te dire... non mais là franchement tu vois, il y a un peu ce côté-là parce que sinon ça pourrait être très très pénible, quoi. Peut-être on peut redire juste Extase, vraiment c'est le début, c'est ta propre vie sexuelle du début. Donc le premier livre est vraiment l'adolescence et le début de la vie d'adulte. Super livre éducatif d'ailleurs pour les jeunes hommes et hommes en général, j'allais dire. Et après ta découverte pas tout de suite du libertinage, mais que peut-être autre chose que les codes monogames, exclusifs. Oui, il y a eu, après une expérience que je raconte à la fin du tome 1, là, il y a eu une espèce d'envie vraiment d'aller vers ça. Et voilà, et donc c'est ça que je raconte. Mais on va dire ça tout de suite, parce que en fait, ce qui m'intéresse dans ce travail autobiographique, qui pour moi est un tout, c'est-à-dire que moi, Le Petit Frère, c'est vraiment très relié à Extase, c'est que j'essaye d'explorer, comme je disais tout à l'heure, avec le coup de scalpel et l'entaille et la profondeur, j'essaye d'explorer en fait ce qui nous construit. Qu'est-ce qui nous construit en tant que personne, et d'aller chercher. Alors, je m'empresse de dire qu'il y a zéro intention ni pédagogique, ni prescriptive, ni tout ce que tu veux, quoi. C'est vraiment pas du tout mon sujet. Il n'y a pas de normes pour la sexualité. La mienne n'est pas mieux qu'une autre. C'est la mienne. Et puis, il y en a autant qu'il y en a. Et pour le deuil, c'est pareil. Je veux dire, chacun vit ça d'une manière différente, comme il peut. Voilà. Mais dans tout ça, il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose de commun qui est l'humanité. Et ça, je me rends compte avec les retours des lecteurs, parce que tout le monde me dit qu'ils sont aussi bien dans Extase que dans Le Petit Frère. Alors, ceux qui ont lu Extase, parce qu'il y en a qui veulent
vraiment pas savoir, puis ça leur appartient. Mais sinon, quand ils le lisent, il y a toujours quelque chose qui résonne. Voilà. Parce qu'on est tous confrontés alors confrontés, quand je dis ça, on a tous à se colter avec notre sexualité à un moment ou à un autre. Oui. En général à l'adolescence, de préférence. Et donc, voilà. Et donc, il faut qu'on deal avec ça. On n'a pas choisi d'être des animaux sexués, c'est comme ça. Et il faut qu'on deal avec ça. Et il faut qu'on deal avec ça dans une société qui est absolument balisée par des interdits d'origine religieuse, politique, sociale, etc. Tout ce que tu veux. Donc, voilà. Moi, ça me paraît intéressant, ça, de parler de ça, de cette confrontation. Et le deuil, tout le monde sera confronté, alors on espère le plus tard possible, et voilà, à un deuil, mais on ne peut pas éviter. Nos parents vont mourir un jour, voilà, et puis nous-mêmes. Donc, donc, voilà, tu vois, c'est des choses qui sont, pour moi, vraiment fondatrices de ce que c'est que d'être un être humain, un homme, une femme, bon. Et voilà. Et mon prochain bouquin, ça sera sur l'enfance et la figure du père. Donc voilà, c'est aussi dans cette veine-là. Et puis j'en ai d'autres encore derrière que je veux faire. D'accord. Toujours avec cette entrée-là. Ouais. Du coup, pour nous qui te lisons, c'est vrai que du coup j'ai relu les Extases après Le Petit Frère, donc on a les personnages qui réapparaissent aussi avec d'autres couleurs. Les lieux, la chronologie, etc. Donc ça va être... T'as des lecteurs de Magasin Général, par exemple, qui n'ont pas voulu lire Extase, qui te le disent ou... Ouais. Quand Extase est sorti, j'ai compris un truc, parce que, tu sais, moi j'avais été vraiment en état de choc quand j'avais lu deux choses. Une bande dessinée qui s'appelle Le Journal de Fabrice No, qui est paru à la fin des années 1900, et puis La vie sexuelle de Catherine M, de Catherine Millet, qui a été un énorme carton mondial. Je crois que c'est 7 millions d'exemplaires vendus, tout ça. Et je m'étais dit, ça avait été des trucs, quand j'ai commencé à faire avec ça, je me suis dit, ok, ça a été fait, hein, donc ça peut se faire. Oui. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement que le mode narratif que j'ai, pas le mode narratif, ce que je voulais raconter dans Extase, c'est ce qu'on ne nous montre jamais. C'est-à-dire que quand il y a un récit en images, cinéma, bande dessinée, etc., on nous montre une histoire d'amour, ok ? Donc il y a machin qui rencontre machine, bon voilà, tout se passe bien, etc. À un moment donné, ils vont dans la chambre. En général, tu sais, dans les films américains, ils se déshabillent à moitié sur le palier, ils se cognent contre les meubles, ils se prennent à la hussarde sur la table de la cuisine. Tu te dis quand même, bon, enfin bref, moi j'ai jamais fait ça. Et puis ils jouissent en 3 minutes l'un voilà, et l'autre. Exactement, c'est ça. Mais ce moment-là, on ne nous le montre pas. C'est-à-dire, on nous montre le début, et puis tout d'un coup, quand ils sont en train de faire le truc qu'ils veulent, ils sont là parce que c'est ça qu'ils voulaient faire, là, tu vois. C'est comme il y a vraiment une... Ils veulent, et bien ça, hop, on ne le montre pas. Alors tu vois, dans les films romantiques, tu vois le rideau avec la fenêtre ouverte, tu vois la petite brise, la lune, etc. Quand c'est un peu plus osé, tu vois une petite culotte sur le tapis, ou alors tu vois les ombres chinoises, etc. Mais la vérité des trucs, tu ne le vois pas. Et ça, c'est exactement le contre-pied de ce que je voulais faire. Parce que dans notre société, tu as ça d'un côté, et de l'autre côté, tu as de la pornographie. Dans la pornographie, il n'y a pas d'histoire. Bon, voilà, c'est du cul, cerveau reptilien direct, ça marche d'ailleurs, souvent, ça mais bon, bien, voilà, c'est ça. Et moi, en fait, cette césure-là, tu vois, c'est un truc que je ne comprends pas. Enfin, pour moi, c'est un truc très bizarre. Donc, j'essaye dans Extase, j'essaye de recoller les deux, si tu veux. C'est-à-dire que je raconte l'histoire, et puis au moment où il y a l'action, je montre ce qu'on voit. Encore. Voilà. Mais sauf que par rapport à la vie sexuelle de Catherine M, la différence, c'est que dans un roman, il n'y a pas de dessin. Donc quand tu lis le roman, tu ne vois pas, ça ne te saute pas au visage. Tu vois, tu le lis, après, bon. Mais quand tu ouvres une bande dessinée, alors quand Extase est sorti, j'allais dans les festivals de BD, tu vois, et donc j'avais des paquets de lecteurs de Magasin Général qui arrivaient. Oh, j'ai adoré, oh, c'est formidable, etc., etc. Tiens, je vais vous reprendre on les a tous, mais bon, je vais vous reprendre le dernier pour avoir une dédicace. Je disais, mais attendez, bon, d'abord, je ne vais pas faire de dessin, je vais mettre ferme. Bon. Prenez plutôt Extase. Vous connaissez ça Alors,
il prenait le bouquin, il faisait ça, il refermait. Elle me disait, oh, non, c'est pas du tout pareil. Alors je lui disais, mais si. Il rouvrait. Non, c'est pas du tout pareil. Alors je dis, mais en fait, de quoi ça parle, Magasin Général? Alors, oui, ben, c'est une histoire qui se passe au Québec. Oui, non, mais ça, c'est le cadre, là. Mais de quoi ça parle, dans le fond? Alors, bon, je les amenais un petit peu. Alors, je dis, mais est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que Magasin Général, c'est un roman féministe? Ça parle de l'émancipation d'une femme. Parce que je vous rappelle qu'au début, c'est une veuve éplorée qui avait toujours vécu dans l'ombre de son mari. Et à la fin, je ne veux pas déflorer pour ceux qui... Il y en a qui n'ont pas lu Magasin Général. Là. Bon. Mais à la fin, elle est allée à Montréal, elle s'est tapée plusieurs mecs. À un moment, elle est avec les deux frères, la Tulipe, on ne sait pas si c'est pas éventuellement les deux ensemble. Et puis, celui qui va élever ses enfants, c'est un gars qui est gay et qui est en couple avec le curé. Donc, quand même, ça voilà. Sauf qu'on ne le montre pas, puisqu'on est dans un monde narratif archi-classique, donc on voit le rideau avec la lune, classique, voilà. Donc, alors il me disait oui, et ben, je leur disais, Extase, c'est la même histoire, c'est-à-dire que, sauf que, au lieu que ça se passe au Québec, ça se passe en France, c'est pas la même époque, c'est un garçon au lieu d'être une fille, et c'est mon histoire. Alors là, il y a un temps... Ils regardaient un petit peu le truc et là, je leur sortais mon baratin sur oui, mais moi, je montre les trucs là. Et j'avais un taux de réussite de 70%, on va dire. Quand même, ils prenaient le truc. Bon, il y en a qui veulent rien savoir. Donc, en fait, oui, j'avais cette espèce de truc. Et là, maintenant, je vois plein de gens qui arrivent et qui achètent le petit frère. Parce que c'est moins, apparemment, la mort est moins effrayante que le sexe, ce qui est aussi un truc qui me dépasse un peu, mais bon. Et donc, moi, j'essaye absolument maintenant de leur dire, ben, si vous n'avez pas trop peur de ça, allez-y, c'est la même histoire. Enfin, c'est le même, tu vois, ça participe du même truc, quoi. Oui. Voilà. Donc, j'espère que ça va marcher. Parce que... Ouais. Et dans Extase, Alors, tu disais pas qu'il y avait une dimension pédagogique, ça c'est moi qui l'ai rajouté, parce que voilà, on est plusieurs à l'avoir vu après. Par contre, tu parlais vraiment d'une dimension politique. Oui, absolument. Le petit frère, il y a quelque chose pour toi de... Alors, je sais pas, le petit frère, j'avoue que je sais pas, peut-être, mais tu vois, bon, moi j'ai tout, en fait... Je pense que j'ai toujours fait des bouquins politiques. Avec Marc, quand on faisait des bouquins dans les années 80, il y avait toujours une dimension politique. Toujours. Ouais. Même dans Le Bœuf n'était pas mode, il y avait déjà ça. On parlait du monde, tu vois. Et puis alors après, moi j'ai fait... on a fait ensemble Soviet Zigzag qui se passe à Moscou pendant la perestroïka. Ensuite, j'ai fait 2 bouquins sur l'apartheid. Enfin, il y en a un qui se passe à Toulouse, Blues, qui est sur le racisme ordinaire, tu vois, que je mets en parallèle avec le racisme institutionnalisé en Afrique du Sud, dans African Bazar. Donc ça, c'est vraiment politique. Par parenthèse, je voudrais dire que on a fait Soviet Zigzag, puis finalement l'Union soviétique est tombée. Après, moi, j'ai fait Zulu Blues et African Bazar. L'apartheid s'est terminé, donc on a quand même réglé des problèmes du monde, faut le dire. J'y tiens un peu, quoi. Et puis, bon, après, j'ai arrêté pendant 12 ans de faire la BD. Et quand je suis revenu, je pense que l'âge, tu vois, tout ça a fait que, en fait, maintenant, c'est beaucoup plus l'intime qui m'intéresse. Et l'intime, la sexualité, c'est éminemment politique. Éminemment. Donc, effectivement, j'ai beaucoup dit que Extase, c'est politique pour moi. C'est-à-dire confronter les tabous, confronter le... Tu vois, voilà, ça me paraît très politique. Ouais. Alors, le petit frère, j'avoue que... Je sais pas. Je vois moins ça. Bon, il y a le portrait d'une époque, quand même. Oui. Il y a ça. Mais, bon, c'est peut-être moins affirmé. Peut-être aussi, alors on peut peut-être pas appeler ça complètement politique, mais le fait aussi on est quand même sur beaucoup de questionnements autour des genres en ce moment, des caricatures de genre, stéréotypes de genre et tout. T'es un homme aussi qui montre son intime, qui sait parler de son intime, qui sait montrer sa vulnérabilité. Et ça aussi, donc que ça soit sur la sexualité ou la mort, ça a quelque chose aussi de militant, on peut dire aussi. Alors même si pour toi il y a quelque chose de naturel. Ça peut, j'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes qui t'avaient lu et qui, du coup, peuvent ouvrir quelque chose à cet endroit-là aussi. Mais ça, je pense que c'est la vertu du partage. C'est-à-dire que quand il y en a un qui commence à parler... Moi, au début, quand j'ai décidé de faire Extase,
il s'est passé 9 mois entre la fin de Magasin Général et le moment où j'ai commencé à dessiner Extase. D'accord. Et pendant ces 9 mois, j'ai juste rassemblé des souvenirs, si tu veux. J'ai fait cette espèce de collection de souvenirs dans ce registre-là, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si tu fais ce bouquin-là, il va falloir que tu assumes. Il va falloir que tu sois capable d'en parler, parce que inévitablement, après, quand il y a la promo, là, tous les journalistes vont me... Bon, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, il faut que je sois capable d'assumer ça et d'en parler sans broncher, tu vois, sans être gêné, sans... Bon. Et à ce moment-là, je me suis mis, avant de faire le bouquin, chaque fois qu'on me demandait, et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, parce que Magasin Général était quand même très populaire, Oui. qui me disaient, et notamment au Québec, qui me disaient, alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je leur dis, je vais faire un truc sur ma vie sexuelle, etc. etc. Et alors, donc là, j'avais tout de suite, très souvent, des confidences en retour. Et je me suis dit, c'est les gens qui me disent, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais fait ceci, cela, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais c'est marrant, en fait, à partir du moment où tu commences à dire, toi, un truc, ça autorise, tu vois, les gens à parler. Là, je reçois énormément de messages de gens qui ont lu Le Petit Frère, mais vraiment, j'en reçois beaucoup, de gens qui ont lu Le Petit Frère et qui ont perdu quelqu'un de cher à un âge qui aurait pas dû, ça n'aurait pas dû arriver. Et c'est hyper émouvant. Et je sais que c'est parce que moi, j'ai raconté cette histoire-là que ça autorise. Tu vois, voilà. Et des gens qui me disent, justement, c'est très difficile pour moi d'en parler, mais voilà. Oui. Et qui me disent merci d'en avoir parlé, en fait. Oui. Tu vois, d'avoir partagé ça. Et ça, je crois beaucoup aux vertus de... Et quand tu es très alerte... Enfin, moi, je disais... Bon, la question qu'on m'a posée inévitablement sur Extase et qu'on me pose maintenant, évidemment, différemment sur Le Petit Frère, c'est ce que je disais au début, ça a dû être très difficile, etc., etc. Et puis à Extase, il y avait, mais comment est-ce que votre entourage a réagi? Alors moi, je disais, c'est pas trop un problème dans ma famille, tu vois, on n'a jamais été très coincé de ce côté-là, donc ça va. Mais oui, mais c'est courageux. Alors je disais, mais pourquoi vous me dites c'est courageux? Parce que si j'avais fait un bouquin sur ma passion pour l'opéra, ce qui n'est pas le cas, je vous le dis tout de suite, Marc, il m'a traîné à des opéras. Ou sur le rugby, du coup. Donc, ma passion pour le rugby, par exemple, ou je sais pas, n'importe quoi, tu vois, la cuisine, par exemple. La cuisine, ça m'a... Non, mais j'ai pas une passion pour la cuisine du tout, mais si je l'avais, et que j'ai raconté sur le même mode narratif, tu vois, en me disant qu'est-ce que ça fait quand tu manges un truc, les papilles, les machins, etc., ou ma passion pour le tricot, que j'ai pas non plus, mais bon, pourquoi pas. Vous ne me diriez pas c'est courageux. Vous me dites c'est courageux uniquement parce que ça parle de sexualité. Et là, ça nous renvoie à Boris Cyrulnik sur la honte. C'est-à-dire que Cyrulnik, il a montré que la honte, c'est la seule émotion qui nous vient de l'extérieur. Quand on regarde les enfants, ils n'ont pas du tout honte de se balader le cul nu et de se tirer sur la zigounette. Et en fait, ils commencent à intégrer la honte parce qu'on leur dit mais non, ça tu vas le faire dans ta chambre, ou alors arrête, vas-y, va mettre ton pantalon, etc. etc. Donc au bout d'un moment, ils se disent ok, non, ça doit pas être bien ce que je fais, tu vois, bon voilà. Donc ils intègrent ce truc qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est pas naturel. Donc le truc c'est que quand tu n'as pas cette honte-là, ou quand tu l'as plus, à un moment donné tu l'as plus, eh ben, à ce moment-là ça devient super facile à en parler. C'est pour ça que je parlais beaucoup de l'équivalent d'un coming out pour Extase, parce que le coming out, typiquement, dans ma génération, où l'homosexualité était un truc absolument caché, tu vois, bon, voilà. Donc les mecs, ils se mariaient parce qu'il fallait être intégré socialement, etc. Donc ils vivaient une vie sexuelle de merde pendant 25 ans, 30 ans, ils avaient des enfants, tout ça. Bon, ils avaient peut-être une vie de famille à côté de ça heureuse, ça n'a rien à voir, mais sexuellement, ça ne devait pas être l'éclate. Moi, je m'imagine l'inverse, tu vois. Et un jour, la société évolue, ils font leur travail personnel. Et un jour, ils disent bon, ok, les mecs, maintenant, on arrête les conneries, basta. Moi, je suis gay, et puis c'est comme ça. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais chacun se déterminera en fonction de ça. Et puis voilà. Et moi, c'est exactement ça que j'ai fait, parce que ma vie, enfin les trucs que je raconte dans Extase. Surtout quand on est plus de deux. Si tu veux, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le savaient. J'avais un petit cercle, voilà. Puis le cercle s'est un peu agrandi à un moment, etc. Et quand, voilà, à un moment donné, on s'est dit, ok, voilà, maintenant ça va. Donc, et là, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à assumer qu'il y a des gens pour lesquels ça. Donc voilà. Mais à ce moment-là,
c'est facile. Je veux dire, quand la décision est prise et que tu n'as plus honte de ça. Quand il n'y a plus la honte, voilà, tu peux montrer, tu peux montrer tes fesses, quoi. Exactement. Avec les dessiner. En tout cas, réautoriser les autres à les dessiner. Ouais. Voilà. Donc il va y avoir un tome 3. Ah j'espère un tome 4. Le tome 3, je sais à peu près, le tome 3, je sais quand il se finit, c'est en 2019. Donc là, je suis en train de vivre le tome 4 en ce moment. Donc il faut laisser un peu de, temps. Il faut laisser un peu de temps quand même pour voilà. Mais moi, mon rêve, vraiment mon rêve secret avec Extase, ce serait de faire comme Molière, tu vois, c'est de mourir en scène, quoi, de finir le dernier tome, Extase à l'EHPAD à 90 ans avec la dernière case du dernier tome, tu vois, le tome 5. Là, tu défrais un autre tabou, c'est la sexualité qui s'arrête avec l'âge. Ah non, mais ça m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est-à-dire que déjà, tu vois, moi j'ai 64 ans, donc évidemment, c'est pas la même chose que quand j'en avais 20, ça c'est clair. Donc, et puis on a quand même de la chance, ça c'est à notre époque, parce que il y a des petites pilules miracles qui peuvent aider. Donc ça, je pense que là, ça va venir bientôt. Et donc ça, ce sera dans le tome 3. Alors, non, mais 4, ça, mais déjà, tu sais, dans certaines circonstances, dans le tome 3, il y a des moments où il y a beaucoup de monde, il faut assurer quand même. Donc voilà, mais dans le tome, c'est clair que dans le tome 4, ça, je vais parler de ça. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, parce que pour moi, ça va, tu vois. Pour moi, c'est très très bien. C'est même franchement. Bon, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en 10 ans, tu vois, parce que là, je ne sais pas, c'est l'inconnu, tu vois. Et donc, c'est quoi le truc ? Et ça m'intéresse de le raconter, quoi qu'il se passe, si tu veux. Mais ça m'intéresse, même s'il n'y a plus rien. Mais c'est intéressant de le voir. Donc, si tu veux, à l'intérieur du projet global dont je parlais tout à l'heure, Extase, c'est un projet, si tu veux, qui dans mon idée, si j'arrive encore à dessiner et à vivre assez longtemps, doit faire toute la vie, si tu veux. Tu vois, c'est une espèce de truc, c'est vraiment toute une vie, quoi. Avec les évolutions. Enfin, moi, je me rappelle mon père, quand il avait 76 ans, il est mort à 76 ans. Donc, il avait une maladie dégénérative du cerveau, ce qui fait qu'il n'avait plus qu'un filtre à la fin. Et il était dans un EHPAD médicalisé, tu vois, etc., etc. Mais il se passait des trucs de fou, quoi, tu vois. C'est-à-dire que lui, la nuit, il fallait attacher sur son lit parce qu'il allait dans les chambres des trucs. Un jour, il s'est fait mordre. Elle y a laissé 4 dents, la madame, tu vois, parce qu'il est rentré dans son lit à 3h du mat, tu vois. Donc, et puis moi, je me rappelle d'une scène que je raconterai, ça, parce que c'est pas dans l'Extase, mais dans mon prochain bouquin. Qui est qu'on était avec mon frère, justement, à la maison à Bordeaux-Rouge, là où était mon père. Et il était dans le salon d'accueil, tu vois, comme ça. Il était satellisé complet. Hein, il était comme ça, hein, le regard dans le vide. Et puis mon frère était en train de régler les trucs administratifs. Et moi, j'étais assis à côté de mon père. Et il y avait une dame qui était à côté, là, comme ça. Et tout d'un coup, mon père, il fait... comme ça, tu vois. Oh mon Dieu. Et là, tu dis, oh putain, papa, mais tu vois, il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus d'inhibition. Voilà, c'est ça. Mais donc, ça veut dire qu'il y avait encore quelque chose qui se passait, quoi. Tu vois, bon, voilà. Donc ça m'intéresse. J'espère que moi, j'aurai le filtre et la possibilité de le raconter. Mais c'est intéressant. Tu vois, voilà. Bref. C'est pas super rigolo, la personne qui m'a formée en sexologie, que j'aime beaucoup, disait tant que la fonction cérébrale est intacte, la fonction érotique est intacte. C'est après, effectivement, dans le cas de aussi maladie dégénérative, que du coup l'inhibition se lève. Mais oui, le truc c'est qu'on ne le voit pas puisqu'on voit que des corps qui sont représentés un peu parfaits entre guillemets. Mais ok, donc prochain livre aussi sur ton père. Oui, parce que quand j'ai fait donc le petit frère, donc je postais de temps en temps des pages sur Facebook, et un jour ma sœur, attends, tout à l'heure j'ai failli dire un truc, j'ai dit un truc qui m'a fait penser à quelque chose à propos de ma sœur, et je ne sais plus ce que c'était, mais ça me reviendra peut-être. En tout cas, ma sœur, elle est née 3 ans après la mort de mon frère. Oui. Et en fait, elle me disait, elle avait fait un commentaire sur une page en me disant « Tu dessines très bien le regard toujours éteint, triste, comme ça, perdu qu'avait papa. » Et là, je me suis dit « Putain, mais attends, elle a toujours connu comme ça. »
Ah oui, c'était ça. C'était le parallèle par rapport à la honte. Tu Oui. vois. Parce que ma sœur, elle, j'en parle dans le bouquin, quand elle est née donc 3 ans après la mort de Gilles, c'est-à-dire dans un moment où c'était sombre, si tu veux, et elle dit qu'elle voyait que des gens tristes autour d'elle. Et elle s'est dit, en fait, il faut être triste dans la vie. Ouais. Parce que ces gens-là, ils sont tristes, là, tu vois. Donc, il faut être triste. Et ça, typiquement, et alors, c'était terrible pour elle, parce qu'elle culpabilisait, parce qu'elle ne se sentait pas triste. Oui. Mais elle se disait, il faut, tu vois, il faut l'être. Voilà. Donc, alors, elle a toujours connu mon père comme ça, tu vois, essentiellement comme ça. Et je me suis dit, mais c'est terrible, en fait, parce qu'il n'était pas du tout comme ça avant. Tu vois, au contraire, c'était un mec très, très flamboyant, quand même, mon père, qui nous a fait vivre une enfance assez étonnante, tu vois, pleine de points de vue. Et donc, voilà, j'ai envie de raconter ça. Donc, mon père joyeux, entre autres. J'ai trouvé la relation aussi entre tes parents, donc ils sont séparés au moment de la mort de Gilles, assez touchante, parce qu'ils sont très solidaires dans ce moment-là, alors que vous étiez avec votre mère. Oui, je pense vraiment fondamentalement qu'il n'y a, en fait, en réalité, la position de frère ou de sœur n'est pas la même que celle des parents. Et je pense qu'il n'y a en réalité que les parents qui peuvent se comprendre dans un cas comme ça, vraiment. Les frères et les sœurs aussi, mais c'est pas tout à fait pareil, quoi, tu vois. Ça fait très longtemps que j'ai si on peut appeler ça une théorie, mais en fait, tu vois, une idée, à savoir que cette expérience-là, de perdre quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir, est une expérience qui ne peut pas se partager. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est une expérience, au sens littéral du terme. Moi, je ne saurais jamais ce que ça fait que d'accoucher. C'est pas possible. Donc, je peux m'imaginer, je peux essayer de mettre, mais je peux pas savoir dans ma chair, encore on revient à ça, tu vois, dans ma chair, je peux pas savoir ce que c'est. Et donc, cette expérience particulière de ce type de deuil-là, c'est pareil. Et à l'intérieur de cette expérience, je pense que l'expérience des parents, elle est encore unique, tu vois, et je ne la connais pas. Mais le paradoxe, c'est que je pense que si j'ai fait ce bouquin, c'est pour essayer de partager ça. Oui. Tu vois, moi, depuis que j'ai 18 ans, chaque fois que quelqu'un dans mon entourage proche, dans mon entourage, perd à quelqu'un comme ça, dans quelque chose qui ressemble à ça, mon premier réflexe, c'est de lui dire, écoute, moi, je sais ce que c'est. Donc, si tu as besoin d'en parler, tu peux m'en parler. Et ce que j'avais dit à Marion, d'ailleurs, je lui avais écrit tout de suite. Voilà, bon, après, on ne s'est pas vu. Et puis, bon. Mais voilà, en général, tu en parles à des gens qui sont plus proches, si tu veux. Tu vois, voilà. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup souffert de ne pas pouvoir en parler. Parce que dans ma famille, j'en parle dans ça, c'était extrêmement difficile, quoi. Il y avait vraiment une espèce de silence, tu vois. Donc, moi, j'ai souffert de ça. Et voilà, moi, j'ai une amie qui a perdu son fils de 15 ans d'une rupture d'anévrisme, tu vois, comme ça, brutalement. Et elle me dit, en fait, il n'y a qu'avec toi que je peux en parler. Avec le père du gamin, mais ils ne sont pas hyper proches, donc ça. Et sinon, voilà, donc des fois, elle m'appelle, tu vois, parce que, voilà, elle me dit, toi, je sais que tu sais m'écouter. Oui, tu peux accueillir la parole, quoi, aussi. Voilà. Donc, et je te dis, le paradoxe, c'est que je pense qu'en fait, j'ai fait une tentative de faire partager, tant que je peux, ce que c'est que cette expérience-là. Merci. Merci, Jean-Louis. Merci, Capucine. Vous venez d'écouter Jean-Louis Tripp à la librairie Ombre Blanche, jeudi 9 juin 2022, à l'occasion de la parution de son album chez Casterman, Le Petit Frère, une bouleversante histoire de famille. Jean-Louis Tripp a fait paraître en 2006 avec Régis Loisel la série Magasin Général et en 2017 et 2020 les 2 volumes d'Extase. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.